Tu m'entends bien? Ouais, ouais, nickel, super. Allez, déjà, je voulais un petit peu que tu fasses une petite présentation. Alors, bon, moi, je te connais quand tu interviens notamment au Phocéen, c'est là où je t'ai connu et je te suis. Et souvent, je suis assez d'accord avec tes analyses. Mhm. Et je te suis également sur Twitter. Bon, en dehors du football, je suis aussi d'accord avec tes tweets sociétals, on va dire. Mais bon, ça, on va pas Mhm. s'étendre sur ça. D'accord. Dis-moi du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du scouting aussi pour les jeunes. Explique-nous tout ça. Voilà, bah écoute, moi je suis cheminot à la moitié de mon temps et l'autre moitié de mon temps je suis sur les terrains, je suis scout. Donc scout, si on veut le dire à l'anglaise. Donc pour En ceux qui anglais, ouais. c'est du repérage de talent. Je fais à peu près tous les terrains de foot amateur de Marseille que je peux sur un week-end. Je fais que le foot à 11, donc c'est-à-dire les jeunes de 13 à 17 ans. Et voilà, je repère les talents, j'écris tout ce que je vois, je fais des fiches, je rencontre des éducateurs, des joueurs, je donne des conseils, je me rapproche du terrain. J'essaie de faire le lien entre des joueurs qui n'ont pas forcément des réseaux et ben justement, soit des agents, soit des clubs pour qu'ils puissent suivre il n'y a pas de bon trajet, mais pour qu'ils puissent se donner le maximum de chances de réussir dans ce milieu très difficile qui est le milieu du football. C'est clair. Et comment ça t'est venu ça de faire du scouting Écoute, tu sais, j'ai joué au foot pendant 16 ans de ma vie. Au foot, je parle en club, hein, je continue à Hmm. pratiquer. J'ai été éducateur 2 ans, consultant, donc tu l'as dit, pour le Phocéen et France Bleu Provence. Oui, j'ai J'ai à écouté peu aussi. près tout fait, sauf arbitre, quoi. Être sur les terrains, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours passionné. Quand j'étais éducateur, ben, j'avais cette fibre, si tu veux, de transmettre et du terrain, quoi. Et donc j'ai continué. Et puis je me suis pas forcément arrêté sur les jeunes de l'OM. Je trouve qu'il y a un vivier de talent exceptionnel ici. Donc j'ai mené mon regard et mon œil sur plein de terrains et avec mon carnet. Et à force de relever des informations, à force de connaître du monde, eh ben, je me suis dit pourquoi pas se lancer. On est deux, donc je suis avec mon associé et ça marche plutôt bien, donc je suis content. Donc en fait, tu travailles en tant qu'indépendant et tu proposes des joueurs, c'est ça en fait? Oui, voilà, on a une structure et on propose nos services à qui veut bien bosser avec nous. Je te cache pas qu'en période de mercato, on a énormément de clubs amateurs, professionnels, semi-professionnels qui nous appellent pour nous Hmm. demander des profils. Après, tout au long de la saison, ben, on travaille pour nous. Donc, des fois, on a des missions sur certains profils et sur certains matchs. Et puis, d'autres fois, on bosse pour nous. Donc, on étoffe notre base de données. Donc, il y a toujours quelque chose à faire, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, tu avais été éducateur, là, c'est ouais, tu l'as mis de côté, du coup, ça a duré combien de temps? De quoi tu t'occupais en fait? De qui Je tu m'occupe t'occupais? de U17 pendant 2 ans. Mais D'accord. avec mon job où j'ai pas mal de déplacements et puis avec la vie de famille, avec le boulot de consultant, tout ça, c'était impossible de tenir, on va dire, régulièrement. C'est sûr. Donc voilà, donc j'ai dû me résigner à arrêter ça et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui me plaisait énormément. D'accord. Et ta passion pour l'OM, alors j'ai déjà vu quand tu es passé au Phocéen, là où tu parlais de, t'as une petite rubrique, la flamme de chacun. Alors j'ai vu que c'était par filiation, c'est-à-dire c'était dans ta famille qu'on allait déjà au stade Vélodrome depuis tout Oui, petit. oui, ben, mon père, grand supporter de l'OM, immense supporter de l'OM, qui m'a amené dès l'âge de 6 ans. Je me rappellerai toute ma vie, hein, comme tout le monde, de mon premier match au Vélodrome. OM Sochaux, monté en première division. Un D'accord. carton, on a gagné 4-0 ou 4-1, il me semble. Mais voilà, Quelle après, tu année chopes ça? 1996, je te dis pas de bêtises. D'accord. Ou 95, bon, quelque chose comme ça. Voilà, après, tu chopes le virus et puis abonné depuis plus de 10 ans au Virage Nord. J'ai fait à l'époque, et une certaine époque, pendant 2-3 ans, je faisais pratiquement tous les déplacements. Je suis vraiment dingue de ce club, comme je suis dingue de ma ville, de tout ce qui y touche, quoi. Mais comme le foot, c'est un peu mon domaine et ma passion, on va dire, eh ben, forcément, l'OM, c'est une évidence. Et
Et voilà, je vis au rythme des matchs de l'OM, les vacances, les sorties avec les amis, avec la famille. C'est toujours suspendu à ce que va faire l'OM. Donc voilà, ouais, ça fait partie de moi. Oui, mais de toute façon, bon, quand on attrape le virus de l'OM, on le garde. Hein. Moi, c'est pareil, depuis 1988, tu vois. En plus, moi, je suis pas de Marseille, donc tu vois, donc comme quoi, ça Ouais, mais arrive ça un peut peu dire partout. ça. Quoi. Mmh. Ça peut dire ça. Le virus, c'est sûr que si tu grandis à Marseille, que tu as un attachement particulier, bah, tu as toujours un amour pour ce club. Mais après, il y a tellement une grandeur autour de ce club qu'il y a des gens des quatre coins du monde même Ah qui oui, vouent oui, tout à fait. un attachement total, quoi. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et juste pour terminer sur ça, tu parlais au Phocéen là, de Laurent Blanc, c'est un joueur que apparemment tu as beaucoup aimé. Plus tu joues à son poste, ce que tu disais là. Donc, c'est Ouais, quoi l'élégance qui te plaisait? Enfin, vraiment le ouais, côté bah, écoute, très moi, technique. jeune, j'ai joué défenseur central. Après, je suis devenu numéro 6. Mais j'ai toujours aimé avoir ce côté anticipation face au jeu, vision du jeu. J'étais pas un grand joueur, mais c'était les qualités un peu que j'avais, tu vois, de voir avant les autres et d'anticiper. Et c'est ce que Laurent Blanc Hmm, faisait de manière admirable. C'était le plus fort de sa génération dans ces domaines-là. Donc, bien du coup, sûr. moi, ben, j'avais un regard particulier là-dessus. Et puis, à l'OM, il avait quand même fait des saisons, il avait Ah quand même oui, oui, fait bah, des matchs sensationnels, quoi. c'est clair, c'est clair. Allez, on va parler de l'actualité de l'OM. Alors bon, évidemment, il y a un sujet brûlant là, c'est un peu un feuilleton quoi, depuis je sais plus quand, depuis mars peut-être. Au départ, il y avait des rumeurs de ce vente OM avec Walid Ben Talal. Et puis après, il y a eu une info avec l'annonce de l'intérêt du clan Ajroudi Boudjelal. Alors, ça a été en plein confinement, du coup, c'est parti un peu dans tous les sens. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais, et puis on voit pas l'issue en plus. Toi, quel est ton sentiment par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Mon sentiment, c'est que, alors si tu veux une info, comme tout le monde lâche des infos, de dire qu'en coulisses ça bouge, oui, en coulisses ça bouge, mais après, te dire que le club va être vendu dans les jours qui viennent, j'en suis pas persuadé du tout. Alors, est-ce que j'ai envie que le club soit vendu? Déjà. Oui, j'allais te poser la question après. Bah, est-ce que j'ai envie que le club soit vendu? Sincèrement, oui, mais pas à n'importe qui. Alors, je dis oui parce que il faudrait malheureusement réinjecter de l'argent, puisque l'argent qui a été Beaucoup. injecté par la famille McCourt a pas été tout le temps bien dépensé, a creusé un peu de dette quoi, au sein de l'Olympique de Marseille. Donc, il faut réinjecter pour donner un nouvel élan, on va dire, au projet. Après, Frank McCourt, en soi, avait dit qu'il allait mettre une somme d'argent, il l'a mise. Ils avaient dit qu'ils allaient investir dans la formation et comme c'est un domaine qui me touche particulièrement, ben, je peux te dire qu'ils ont mis 2 fois plus de moyens que ce qui avait été mis auparavant. Oui, tout à fait. Ils ont dépensé des sous sur des gros transferts, comme il l'avait dit. Strootman, Payet, Kaletakar, quand même des joueurs à plus de 15 millions d'euros. Malheureusement, ils ont peut-être Mitroglou? mais voilà, tu payes justement Mitroglou, tu payes Abdenour, tu payes Strootman, que ce soit en salaire. Abdenour, il faut savoir qu'il a quand même fait 3 ans à l'OM à plus de 250 000 euros par mois en ayant joué 4 matchs en 3 ans. T'imagines le, C'est trou, catastrophique en plus. t'imagines le trou pour les finances de l'OM, Ah avec ouais. ce qui te coûte 4 Mhm. ans à rien faire, même à jouer. Il a joué, je crois, autant de matchs en National 2 qu'en pro. Et il Donc, valait mieux pas qu'il joue en pro d'ailleurs. il valait mieux pas, ouais, ouais, parce qu'il était malheureusement foutu. Donc, Catastrophique. Ouais. tout ça pour dire que si tu as un mec, on va dire, équivalent à McCourt, qui met le même somme d'argent, parce que là, on part sur des délires avec des milliards, on s'imagine. Oui, on n'en sait rien. On n'en sait Voilà. rien. Non, mais on s'imagine des trucs. Mais si tu as un mec équivalent à McCourt qui arrive au club et que c'est bien géré, il y a moyen de faire quelque chose de génial. Parce qu'on a déjà fait quelque chose de très bien, parce qu'on a fait quand même une finale de Ligue Europa, un podium, il y a moyen de faire quelque chose de génial dans les 4-5 ans à venir. Donc voilà. Pour ce qui est de l'histoire Ajroudi Boudjelal, personnellement, j'y crois moyen. Je pense qu'ils ont fait des offres et qu'elles ont été gentiment refusées, pour pas dire ignorées. Et, Ah, ça n'a plus. Pour le journal là-bas, il est compétent, mais là, on lui a donné les clés du camion pour faire le mercato, quoi. Donc, il nous a, en plus, il a fait n'importe quoi. Donc si c'est bien dépensé, effectivement, tu peux faire une équipe compétente.
Oui, voilà. Après, il y a eu l'histoire aussi de prolonger Garcia qui t'a coûté énormément d'argent parce qu'au final, tu l'as viré. Donc, oui, il y a eu pas mal d'erreurs. Après, pour ce qui est de l'histoire Boudjelal et compagnie, donc je te disais avant que ça coupe que je pense que leurs offres, parce qu'ils en ont fait deux, ont été gentiment refusées, voire même ignorées. Et j'imagine que tout le bruit qui est fait autour d'eux et tout le bruit qu'ils provoquent eux-mêmes, hein, puisque Boudjelal, il a fait quand même une dizaine d'interviews, c'est surtout pour tenter autre chose quoi, que la voix discrète qui a été, comme je t'ai dit, ignorée par le clan McCourt. Donc, ils essayent un autre moyen. Comment tu l'expliques, toi, que McCourt est sourd, il veut vraiment pas vendre ou alors il veut que les prix montent? Moi, des infos que j'avais, McCourt, il avait aucune intention de vendre le club avant 2022, voire 2023. Et encore, c'était pour écouter des offres. Après, alors les gens, quand je leur dis ça, comme eux, ils veulent que le club soit vendu, ils disent ouais, mais toi, tu dis ça, mais tout est à vendre si tu mets la somme. Bien sûr. Mais je te dis, son intention de vendre, elle n'était pas prévue pour cet été. Après, que ça s'active en coulisses et qu'il y ait des gens qui s'approchent de lui, déjà, je ne sais pas tout, donc certainement que oui. Et ensuite, voilà, la donne, elle peut changer. Mais actuellement, lui, à part une offre vraiment très intéressante pour lui, il n'a pas envie de vendre en soi. Les gens ils disent ouais, mais c'est un fardeau pour lui, l'OM. Mais pas du tout. Pas du tout. Il était en train de s'implanter à Marseille. Il fait son business dans l'immobilier à côté. Il n'est pas du tout en bout de course, quoi. Donc, à part s'il y a vraiment un gros truc qui s'offre à lui. Ouais, j'ai entendu dire, moi, de 300 millions, quoi. Il lâcherait à 300 millions. Moi, c'est énorme, mais. Écoute, les chiffres, moi, je te dis la vérité, je ne maîtrise pas. Parce que j'ai des gens qui me disent qu'il veut rester au capital. J'ai des gens qui me disent qu'il veut tout lâcher. Donc, ça ne sert à rien du tout. Bon, ce que je veux te dire, c'est que là, pour l'instant, ben, le club ne sera pas vendu, je pense, avant la fin de l'année civile. Je vois mal un mec arriver là. Après, je peux me tromper, ça peut aller très vite, hein. Il y a un type qui arrive et qui met une grosse somme d'argent et l'affaire, elle est réglée. Mais pour l'instant, je n'y crois pas. Mais a priori, il n'y a pas un autre investisseur qui serait derrière. Tu vois, genre, on parle de MBS souvent, du prince héritier Mohamed Ben Salam, qui serait derrière tout ça. Il y a des prises de renseignements, je ne peux pas te dire d'où ça vient. Parce que je ne sais pas. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, tu vois, la communication de Boudjelal, bon, après, il est habitué à ça, hein, c'est une grande gueule, un peu un star de tapis à l'époque, hein, quand il était rentré à l'OM. Mais bon, c'est vrai qu'à force de répéter, ben, et en plus, il l'a dit lui-même hein, dans sa première interview, c'est que apparemment il y aurait quelqu'un de mieux placé. C'est pour ça qu'il aussi pousserait pour essayer d'avoir l'opinion publique et de remporter la mise, un peu comme avait tenté de faire Dana à l'époque, en 2016. Ouais, ça n'avait pas marché, tu vois. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'y crois moyen. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, ouais, c'est vrai que cette année, bon, mais après, effectivement, le club, bon, a priori, va pas être vendu, donc il va falloir vendre pour 60 millions d'euros, quoi, pour satisfaire le fair play financier à la fin de la saison prochaine, quoi. Alors oui et non, parce que tu vois Manchester City, qui était exclu de Ligue des Champions et qui au final est repêché. Je te dis que si l'OM a des bons avocats, des bons conseillers juridiques, peut-être que les mecs vont leur dire bah, écoute, ça sert à rien que tu t'acquittes de la somme complète. Parce qu'au final, Manchester City, ils ont eu quoi? Une amende de 10 millions d'euros. Donc si tu te requalifies pour la Ligue des Champions, tu vas retrouver des ressources encore une fois l'année prochaine. Tu pourras leur dire écoutez, mettez-nous une amende. Hein, parce que ça va faire jurisprudence cette histoire-là. C'est un peu Oui, dangereux quand même, peut-être, non, de penser. c'est risqué. Bien sûr que c'est risqué, évidemment, Sébastien. Moi, si j'étais gérant d'entreprise, j'essaierais d'abord de vendre pour 60-70 millions d'euros. Mais le problème, c'est que tu as besoin que ton équipe elle soit compétitive. Tu as Et l'Olympique oui, il de y a ça Marseille. aussi. Mm. Voilà. Donc, tu peux aussi te dire bon, je vends un ou deux joueurs pour montrer ma bonne foi. Mais à côté de ça, tu vois avec tes avocats qu'est-ce qui s'est passé vraiment autour de Manchester City. Et le volet juridique sera là ben, justement pour te dire ben, écoute, eux, ils ont réussi à s'en sortir en faisant ci, ça. Et toi, tu essayes de faire pareil. De toute manière, ça fait jurisprudence au bout d'un moment. Et si tu attaques, tu dis non, mais vous pouvez pas nous attaquer. Et si vous n'avez pas attaqué eux, tu vois. Ah oui, non, c'est sûr. Bah après, enfin, j'avais interrogé Romain Caniti, j'ai fait une interview, tu peux voir sur le site, où on n'a quand même pas, malheureusement encore, on n'a pas le même poids que Manchester City, que C'est vrai, Paris ou autre. Ça fait pas c'est vrai. longtemps qu'on est là en Coupe d'Europe, enfin, on C'est revient. vrai. Non, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. En termes de marketing, en termes d'image, on n'a pas le poids qu'a Manchester City. Après, ce qu'a fait Manchester City est bien plus grave que nous. C'est-à-dire que nous, on a dépensé plus que ce qu'on génère, mais on n'a pas falsifié
des sponsors, on n'a pas détourné tu vois, de l'argent pour que ça devienne des rentrées d'argent. Enfin. Donc, c'est des choses moins graves que Manchester City. Donc, on n'a pas leur poids, mais on n'a pas non plus comment dire, leurs écarts. Quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Comment, enfin, on va continuer sur le mercato, après on continuera sur d'autres thèmes du coup. Comment vois-tu le mercato et jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as pensé des signatures d'Alvaro, de Gay, plus les jeunes, et puis apparemment Bellardi, je crois que ça pourrait se faire rapidement, quoi. Ouais, Balerdi, ça va se faire, je pense, dans les jours qui viennent. Je pense que l'accord, il y est depuis quelques jours. Hein. D'accord. Manque plus que je crois l'accord salarial avec les deux clubs, entre Dortmund et l'OM, savoir si l'OM va prendre 100% du salaire en charge ou pas. Il y aura l'option d'achat? Ça, je sais pas, mais a priori, oui. C'est quand même malin, quoi, vas-y, hein. A priori, oui. Alors après, le souci dans tout ça, c'est que, le souci, c'est pas un souci, c'est que c'est Villas-Boas qui mène la barque. Alors pour Gay, c'était un suivi de Albert Valentin et de Zubizarreta, mais qui avait fait des rapports à l'équipe de Villas-Boas, et Villas-Boas en avait été convaincu, donc il a validé le choix. Pour Balerdi, c'est complètement Villas-Boas. Et tout le reste du mercato, ça va être du Villas-Boas parce qu'il n'y a pas de directeur sportif et parce que de toute manière, il a pris les choses en main. Il s'est dit, je vais partir avec un effectif à peu près pareil que la saison dernière et je vais amener 4-5 retouches. Dans les 4-5 retouches, il va faire monter un ou deux jeunes, plus 3 recrues. Donc là, ça fait déjà une. Balerdi, ça va faire deux. Donc je m'attends à une, voire deux arrivées, pas plus Ah, d'ici la sinon avec aussi un latéral gauche et un attaquant, non? Voilà. Donc je m'attends à une, voire deux arrivées au mercato, pas plus. Avec probablement un départ, je dirais, soit de Sanson, soit de Kaletakar, soit des deux. Hein. Les deux, vraiment. C'est une possibilité qui peut être envisagée, hein, je te cache pas. Mais du coup, pour en revenir à ce qu'on disait sur l'option d'achat, c'est du très court terme parce que Villas-Boas, il n'a pas dans l'idée de s'éterniser à l'OM. Donc lui, il veut faire une belle saison. C'est la saison qui lui reste. Il s'en cache pas, hein, je te dis, avec son effectif, je peux te confirmer. Il leur dit, les gars, on part en mode commando, avec un effectif d'une vingtaine de joueurs. Tout le monde aura du temps de jeu, et c'est vrai. La Ligue des Champions, cette année, elle est compressée sur un mois et demi. Elle commence fin octobre, elle se termine le 10 décembre, donc ça va aller très vite. Ouais, Il va y avoir beaucoup de matchs cet automne. Donc lui, voilà, il part en commando. Là, il se prépare pour l'automne. À la fin de l'automne, à la fin de l'année civile, il restera, je crois, 3 journées des matchs allés et tous les matchs retour. À ce moment-là, il va se reconcentrer pleinement sur le championnat pour essayer de reterminer sur le podium. Et je pense qu'il annoncera officiellement que il s'éternise pas l'OM. Et là, ça sera l'OM de préparer l'avenir et de trouver un entraîneur pour cette équipe-là. Et donc voilà pourquoi je ne sais pas trop si les options d'achat, c'est vraiment une priorité Mais pour le. je sais pas, je serai à sa place. Après, c'est vrai que lui, il a dit qu'il voulait pas s'éterniser, qu'il veut faire autre chose, Ouais, Porto, Dakar ou autre. Mais je sais pas, même si c'est très hypothétique une vente OM, il pourrait se dire, éventuellement l'an prochain, enfin la fin de saison prochaine, il pourrait y avoir un repreneur. Ça pourrait m'exciter de rester, et justement d'avoir une plus grosse équipe, non? Non, il veut pas. ben, ça et le départ de Jacques-Henri Hérault sont les deux seules raisons qui pourraient le faire rester. Oui, Parce on que est d'accord. lui, il faut entraîner une sélection pour la Coupe du Monde, pourquoi pas au Qatar en 2022, on est en 2020, donc ça va arriver vite. Hein. Hmm. Mais en l'état actuel des choses, il ne restera pas à l'OM. Voilà, c'est tout ce qu'il Oui, faut se parce dire. qu'il peut pas trop voir. Après, et la fiction avec un repreneur et tout, ça, malheureusement, c'est pas trop mon domaine. Oui, éventuellement, il décidera, c'est quand ça sera fait, quoi. Si c'est fait, Voilà, pardon. voilà. C'est fait. T'es tombé, quoi, ça va? C'est le On te téléphone dirait qui est chaque Mike qui tombe dans ses lives. tout va bien. Alors, et Gay, qu'est-ce que t'en penses de Gay? Tu l'avais toi déjà suivi? Tu l'avais vu? Ouais, je l'avais vu. L'année dernière, j'ai dû le voir 4 ou 5 fois au Havre. C'est un super joueur. Hein. Franchement, c'est un profil casseur de ligne. Il peut jouer numéro 8, il peut jouer numéro 6. Une belle, bon petit pied gauche. Pas de pied droit, par contre. C'est un petit peu le défaut qu'il a. Mais un bon petit pied gauche, un jeu long cohérent, une qualité de récupération et je te dis, il casse des lignes surtout qui est très intéressante. Donc pour moi, ouais, c'est une belle acquisition, surtout que tu prends pas de risque parce que même si Watford te fait payer, je crois que la somme que tu devras t'acquitter, c'est 3 millions d'euros. Et je peux te dire vraiment, sans prendre trop de risques, qu'un joueur comme ça, tu vas faire une plus-value dessus parce que Ouais. c'est des profils de Ouais. recherche. Et moi, tu vois, je suis plus profil Rongier, tu vois, c'est plus mon style de joueur. Mais un mec comme Rongier, tu feras pas forcément une plus-value dessus.
parce que voilà, il n'y a pas de tatouage, c'est pas un joueur puissant. Mais un profil comme Gay, même si peut-être il va moins t'apporter que Rongier, tu sais que tu auras des prétendants sur lui dans 2-3 ans, tu vois, parce qu'en plus c'est un gamin, hein, il a 20 ans. Hein. Donc, euh, donc non, belle Ouais, acquisition, j'en suis très content de cette arrivée. ouais, parce qu'il est costaud, il est puissant, en plus il est technique. J'ai vu quelques vidéos là, faire l'entraînement, il a deux, trois crochets. Bon. Il a pas, Ah, donc franchement, forcément, il a un profil anglais, quoi. Enfin, ouais, non, mais il plaira, je te garantis. Et puis s'il joue 3-4 matchs de Ligue des Champions cette année, tu oui. vois, ça va exploser. Quoi. C'est ça, c'est ça. Et au niveau des jeunes qui ont signé, là, qui venaient du centre de formation, qui ont signé pro, est-ce que c'est, enfin, a priori tout le monde le dit, mais c'est que, bon, en fait, l'OM se couvre, on fait signer tout le monde pour éviter, on en reparlera après, l'histoire Aliadji, même s'ils n'ont pas forcément le niveau des pros, ou alors c'est vraiment, il y a quelques phénomènes comme Bertelli peut-être, ou j'ai oublié son nom derrière. Camara. Ouais, c'est ça. Ben, Qu'est-ce en qu'on fait, parle? ils ont voulu verrouiller et ils ont bien fait parce que tu as la Youth League qui va porter la visibilité cette année. Donc, il y a tous les joueurs qui ont signé pratiquement vont jouer en Youth League, sauf Nassim Ahmed qui est trop âgé. Ensuite, tu as les évidences. Hugo Bertelli, Cheikh Souaré, Aaron Camardin. C'est des très bons joueurs qui ont fait une très belle formation, qui restent sur 2 belles saisons à l'OM. C'est logique de leur proposer quelque chose à la sortie. Sinon, les minots, ils se disent, ben, on peut faire tant de bonnes saisons, tu vois. Mais après, oui, ben, pour preuve, Villas-Boas, il a emmené qui Nassim Ahmed, parce qu'il voulait quelqu'un de gaucher. Camardin, pour jouer défenseur central, mais si Balerdi arrive et qu'il n'y a pas de départ dans l'axe, ben, Camardin, il va retourner avec la N2. Et Bertelli c'est, entre guillemets, son chouchou, dans le sens où c'est le jeune qui préfère. Techniquement, mentalement, c'est le joueur qui préfère chez les jeunes. Donc oui, ouais, j'ai à peu près tout résumé. Il y a de la politique de club, il y a de la politique de jeunes, il y a de l'évidence donc, parmi tout cela. Hmm. Enfin, ça pareil, de toute façon, je rate tous les talks moi, des médias marseillais, donc du coup, je suis au courant de tout. A priori, enfin, il pourrait y avoir quoi, 4 départs, Kaletakar, Sanson, Bounassar, enfin, après, s'il veut partir, parce que j'ai vu qu'il ne voulait pas forcément partir, et Maxime Ah, Lopez. Bounassar, ouais, alors Bounassar, tu vois, détrompe-toi. Il Ouais, serait pas contre aller voir autre chose, même s'il est très bien à Marseille. Il faut savoir qu'il n'a pas un énorme salaire, Bounassar. d'accord. Donc ça peut, c'est pas un frein, on va dire, à sa vente. Et il a des touches. Il a des touches, ouais. Je te le confirme, ça, de source sûre. Donc Bounassar, c'est dans les tuyaux. Max Lopez, il a eu une discussion avec le coach où il lui a expliqué que si la saison qui arrivait était une saison où il aurait aussi peu de temps de jeu que la saison écoulée, il préférerait aller voir ailleurs. Sauf qu'il n'a pas pour l'instant énormément d'offres, mais ça peut Séville, venir. FC Séville, hein. Voilà, c'est un profil qui plaît notamment en Espagne, j'allais te dire. Après, Sanson Caletacar, ben, c'est pour les raisons qu'on a évoquées en amont, c'est-à-dire le fair play financier, c'est des valeurs marchandes, c'est des joueurs qui plaisent en première ligue. Après, là, par contre, contrairement à Lopez et Sarr, qui, à mon avis, ne seraient pas contre aller voir d'autres cieux, il va falloir convaincre Sanson et Caletacar de signer dans un club moyen anglais et de quitter Marseille qui joue la Ligue des Champions, quoi, tu vois. Un Ouais. Caletacar, je pense qu'il a un plan de carrière établi où il se verrait bien d'ici 2-3 ans être international titulaire en Croatie et titulaire dans une équipe de type, sans parler des très gros clubs, mais de type, je sais pas moi, Atlético Madrid, Arsenal, tu vois, ce genre d'équipe-là. Mais si là, tu le vends cette année, ce ne sera pas pour ces équipes-là, ce sera pour une équipe intermédiaire, genre Wolverhampton ou Hmm. Everton. Mais tu vois, ces mecs d'aller dans ces clubs-là, c'est pas facile. D'accord. Attends, j'allume. Je sais pas comment faire. Bon, bref, c'est trop de lumière ou pas assez, je sais pas. Ce que t'en penses? C'est mieux là ou je remets la lumière? Bon, c'est Bon, nickel. c'est pareil. Ça me- Euh, comment je reviens juste sur l'an dernier. Enfin, on va en finir d'abord sur ce thème-là avec Liadji. Est-ce que c'était inévitable son départ à Liadji parce que en fait il était mal vu. Enfin,
je crois que c'est le directeur à l'époque du centre de formation qui ne lui faisait pas confiance. Donc, le joueur, il a eu ça. Puis après, comme il pensait que peut-être il n'aurait pas sa place en équipe première, il s'est dit, je vais aller à Lille parce qu'il faut du trading. J'arriverai bien après à choper un grand club. Est-ce que c'était inévitable ou alors vraiment c'est que l'OM n'a pas fait un effort? Non, alors, premièrement, l'OM, son gros tort là-dedans, c'est qu'ils ont été beaucoup trop lents. Je dirais Isaac l'a dit, et moi j'en ai parlé. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé il y a plus de 2 ans. C'est un joueur qui fait des choses extraordinaires. Il a montré des choses que peu de joueurs ont montré ces 10 dernières années au centre de formation à son poste, parce que les profils offensifs, on n'en a pas sorti beaucoup. Donc, pour moi, il fallait le verrouiller très tôt. Alors, au club, on me dit que c'était un peu trop tôt, quand il avait 15 ans et tout, mais que ça aurait engendré d'autres joueurs qui seraient venus taper à la porte. Mais moi, j'aurais verrouillé très tôt. Donc, ils ont été lents. Par contre, après, une fois qu'ils se sont mis en action, même si ça a été un peu tard, ils ont fait une offre magnifique. Oui, tout à fait. Que l'entourage de Isaac a refusé, parce que c'est vrai, ils avaient d'autres offres à l'étranger et Lille. Donc, ils se sont dit, écoutez, nous, vous nous avez pas appelé pendant des mois et des mois, alors que vous saviez très bien qu'on était sollicité. On a demandé des rendez-vous, des fois on n'a même pas eu de réponse. Et là aujourd'hui, vous nous demandez d'accepter une offre qui est équivalente ou inférieure à ce qu'on a ailleurs. Donc logiquement, ils ont dit non. Ensuite, le fameux Isaac, il est parti à la Coupe du Monde des clubs, à la Coupe du Monde. Donc là, coup de projecteur plus fort sur lui. Augmentation des offres à l'étranger et augmentation de l'offre de Lille. L'OM, je pense, s'est aligné, peut-être pas sur la première signature, mais à peu près sur tout, le salaire et compagnie. Mais c'était trop tard, quoi. Le joueur, il avait décidé avec son entourage d'aller voir ailleurs parce que il estimait que l'OM n'a pas été assez réactif. Et je peux le comprendre, honnêtement, je peux le comprendre. Après, je pense sincèrement que c'est pas Isaac qui décide de tout ça. Oui, non, bien sûr. J'en suis sûr. Après, tu vois, là, moi, c'est la réflexion que je me fais là, avec ce mercato. Il n'y a pas de directeur sportif. Et que là, qu'on arrive à faire signer Gay, parce qu'il y a André Villas-Boas, tu vas voir où je vais venir. Il y a André Villas-Boas, là, il y a un autre Bellardi, fait un peu de temps. On va signer 2 joueurs, alors qu'il y a des fois, on attend des années. Pas des années, des semaines, je veux dire. Est-ce que c'est pas Zubizarreta, quoi? En fait, Zubizarreta, on le sait, il est très long, il répondait pas aux agents. Il est vraiment pas efficace. Il n'était pas efficace. Donc, avec peut-être le KVB, il aurait signé, quoi. Non, je ne vais pas remettre la faute totalement sur Zubizarreta, mais il a une part de responsabilité qui n'est pas négligeable. C'est vrai que c'est pas un garçon, même si je trouve qu'il a fait du bon boulot, qui est tout le temps au taquet à 10 000 à l'heure. Et notamment sur le cas Liadji, lui et Hérault, ils ont été trop lents. Ils ont été trop lents. Après, sur l'histoire de Gay, je te dis la vérité, c'est un travail de longue haleine, puisque par Albert Valentin et Zoubi, il a été scouté à de nombreuses reprises. Il y a eu une prise de contact qui a été faite cet hiver. Et en avril, ils ont relancé le dossier. Donc c'est pas forcément un dossier Villas-Boas, c'est plus un dossier Zubizarreta, celui-là. Par contre, Balerdi, c'est totalement Villas-Boas. Mais après, oui, chacun a ses réseaux, sa personnalité, sa manière de voir les choses, sa manière de négocier. Et en effet, Zubizarreta, pardon, c'est pas la vivacité, c'est sa qualité première. Ouais, c'est ça. Que penses-tu justement plus globalement du travail effectué au centre de formation là, ces derniers temps, et notamment avec l'arrivée de Nassim Larguette qui apparemment a l'air d'être un cadeau? Moi, je trouve que même avant l'arrivée de Nasser, il y a quand même des très bonnes choses qui ont été faites. Je pense notamment à la nomination de David Le Frappeur, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien. Il y a des choses très bien qui sont faites, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau des activités. Je sais qu'ils vont souvent, par exemple l'année dernière, ils avaient un atelier où ils étaient en partenariat avec le théâtre du Merlan, tu vois, avec des comédiens locaux, avec des clubs de boxe, avec des clubs de badminton, plein de trucs. Donc il y a plein de choses qui sont faites, qui sont, je trouve, pas mal du tout. Nasser, c'est évidemment une plus-value. C'est quelqu'un qui a pas mal bourlingué. C'est quelqu'un qui, au niveau de la politique de formation, a de la bouteille et va mettre en place va tisser sa toile doucement mais sûrement. Et c'est cohérent avec ce qui est fait depuis quelques années, avec plus de moyens, avec une ambition réelle de devenir souverain dans sa région, parce que c'est ça surtout qu'on attend de l'OM. C'est que
qui Oui, devienne le club qui je viens du recrute les jeunes de la région. Je veux dire, moi, ça fait 2 ans que je fais du scouting. Je vois encore trop de très bons joueurs qui sont subtilisés par Nice, par Monaco, par Montpellier, par Saint-Etienne. Il faut que l'OM, ce soit la priorité de ces gamins, tu vois. Et ça commence petit à petit avec le partenariat, avec la politique de formation, à rentrer dans la tête des éducateurs et des parents de joueurs. Après, il y a des gens aussi très bien au centre de formation. Je pense à Ibrahim Rachidi, qui entraîne les U16, à d'accord. Ahmed, qui entraîne les U15. C'est des mecs, c'est des top coachs, top mecs, qui te font progresser un groupe, qui te font progresser des petits. Donc, il faut s'appuyer sur ce que tu as là et continuer cet élan de mettre la formation au cœur du projet. Ouais, mais le problème, c'est bien, mais c'est comme la phase 2 du projet McCourt, là, du trading. Si tu n'as pas de sous à mettre, ben, tu vas avoir du mal à recruter des prospects. Et ces jeunes du centre de formation, bon, ils vont pas arriver de suite. Ils sont pas prêts quoi, pour être. Non, non, mais c'est un travail de longue haleine. Ça, Et c'est un ouais, travail de structuration de ton club. Après, c'est la politique que tu veux mener, c'est-à-dire être un top club, mais malgré tout, avoir les meilleurs jeunes de ta région, comme c'est le cas à Barcelone, oui, oui, comme j'allais t'en c'est parler. le Elle est cas, partie. tu vois, au Bayern de Munich. C'est-à-dire que c'est des gros clubs, mais quoi qu'il arrive, tu as les meilleurs jeunes. Et tu leur proposes un contrat professionnel, et après, ils vont s'épanouir à l'OM ou ailleurs, c'est pas le problème, mais c'est tes produits à toi, tu vois ce que je veux te dire? Hmm. Et cette ambition-là, ben, elle est en train d'être menée, c'est un travail très long. C'est un travail que je pourrais te dire, ben, il a été réussi peut-être dans 10 ans, Oui. mais, mais pour moi, il est nécessaire. Ah non, mais voilà, si ça continue, que n'importe quelle autre direction qui arrive, bon, mais si ce travail-là continue dans la durée, ben, ça sera bon pour l'OM forcément, parce que de toute façon, tu peux pas mettre la planche à billets tout le temps pour recruter. Donc, et puis, comme disait je sais pas qui, aller acheter des jeunes défenseurs centraux très chers, alors que tu peux mettre quelques jeunes du centre qui auraient fait l'affaire, quoi, tu vois, comme Perrin, par Et puis exemple, actuellement. surtout, et là, je parle en connaissance de cause, il y a un vivier de joueurs dans la région marseillaise qui est formidable. Tu dois t'appuyer là-dessus. Je veux dire, tu n'es pas en Lozère, quoi. Tu as un vivier de joueurs qui est exceptionnel. Hum. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je reviens un petit peu plus sur les pros là. Comment tu as jugé l'OM cette saison? Est-ce que ça t'a fait plaisir ben, de voir un OM retrouvé, deuxième place obtenue? Alors, dans le jeu, à domicile, je trouve on a produit quand même 4-5 très beaux matchs où je me Hum. suis régalé. Et j'ai trouvé de la cohérence en fait chez Villas-Boas. C'est-à-dire qu'il est parti en début de saison dans l'idée de son 4-3-3 et il s'y est tenu. Il s'y est tenu. Il ne voulait pas que Payet soit en numéro 10 parce qu'il ne voulait pas que l'équipe dépende de Payet. Et d'ailleurs, ben, ça a marché puisque Payet a fait une formidable saison en restant à gauche. Je trouve qu'il y a de la cohérence. Je ne sais pas si tu te rappelles les commentaires sur son 4-3-3 au mois d'août où on disait mais c'est Ouais, n'importe quoi, ne sera jamais. Le gars, il est resté dans son idée. C'était pas toujours flambant, notamment à l'extérieur, mais on avait quand même une solidité. Et puis, il a amené aussi un groupe, quoi. Je veux dire, les mecs étaient à fond derrière lui. Il y avait une solidarité, il y avait une ambiance super dans l'équipe. Je crois que c'est le stage à Washington qui a été un petit déclic l'année dernière parce que le stage qu'ils font juste avant en Angleterre, il y avait encore les embrouilles de l'année d'avant. L'abcès n'avait pas été crevé. Puis le stage à Washington, de ce que je sais de certains journalistes qui ont été présents et de certains jeunes qui me l'ont rapporté, a vraiment soudé les liens. Et les mecs ont senti qu'ils pouvaient faire confiance à Villas-Boas et que lui allait leur rendre, quoi, tu vois. Et ça s'est prouvé, ça s'est montré toute l'année où en conférence de presse, il a défendu bec et ongle des mecs comme ouais, Amadi, comme Mandanda. Et les gars lui ont rendu. Donc, belle saison cohérente, on va dire, parce que c'était pas une saison non plus fantastique. oui, Saison oui. cohérente. Et ben on peut qu'espérer que ça continue l'année prochaine, quoi. Ouais, parce que tu vois, c'est vrai que bon, on savait qu'on n'est peut-être pas la meilleure équipe, hein, mais ils s'accrochaient tout le temps, même si on était mené. Bon, on savait qu'ils pouvaient quand même retourner la chose. Quand on menait au score, ben, presque quasiment on allait gagner le match. Et puis, ouais, avec André Villas-Boas, on sentait qu'il y avait vraiment, il y a une cohésion, quoi. Et de toute façon, s'il reste là, il l'a dit lui-même, hein, c'est une grosse partie avec ça, bon, avec son appel à McCourt aussi, mais ils veulent rester pour lui, quoi. Hein. Il y a vraiment un Ah, rapport. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, mais moi, depuis Deschamps, ben, alors j'adorais Bielsa, mais en même temps, j'étais un peu, comment dire, un peu déçu de son départ forcé, tu vois. Et puis en plus des défaites, et finalement, l'objectif pas atteint.
Alors que lui, il réunit tout, quoi. Ouais, non, moi, j'adore. Hein. Après, il y a des choses que je lui reproche, mais bon, c'est des détails, quoi. Je suis pas, je suis pas forcément fan de sa manière d'aborder tous les matchs à l'extérieur. Oui. Euh, je trouve que parfois, il pourrait faire confiance un peu plus aux jeunes, tu vois. Je trouve qu'il est très bon communicant, mais parfois il n'applique pas forcément ce qu'il dit. Bon. Mais après, sinon, vraiment des détails. Je trouve que c'est un top coach. On a un très bon coach, comme il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Comme tu l'as dit très justement, c'est quelqu'un qui arrive à allier parfois des bons résultats et de la cohérence dans le jeu. Donc voilà, donc satisfait de qu'ils soient restés. Et ça va être d'autant plus comment dire, important pour ceux qui vont arriver derrière de trouver quelqu'un de bon pour le remplacer, quoi. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais te demander maintenant? Donc la saison prochaine, bon, mais là on va voir forcément avec le mercato. Donc l'objectif, c'est toujours le même, bien sûr, accrocher la Ligue des Champions, mais ça paraît maintenant, enfin ça paraît, on ne sait pas, hein, ça dépend, il faudra voir de toute façon l'effectif complet à la fin Ouais. du mercato. Mais la concurrence quand même a l'air vraiment de revenir, quoi. Il y a Nice qui a l'air d'avoir une équipe énorme, non? Non, tu ne passes pas? Alors Lyon moi, peut-être je revenir, Monaco peut-être aussi. vais te dire sincèrement, au mois d'avril, lorsqu'on ne savait pas si Villas-Boas allait rester, lorsqu'il y avait le fair play financier, la DNCG et compagnie, j'étais très inquiet pour la saison à venir. Hmm. Et la DNCG s'est passée, le fair play financier est reporté. Ouais. Après, on n'a pas parlé à DNCG, mais c'est un peu bizarre quand même qu'ils mettent que 20 millions d'euros, quoi. 20 millions d'euros, t'éponges pas les dettes, quoi. Ouais, mais c'est passé. Après, Ouais, il y a peut-être un truc derrière, je sais pas. ouais, mais ça, j'en sais rien, donc je vais Ouais. pas. Je sais pas. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que là, je vois l'arrivée de Pape Gay, j'entends des personnes, on va dire, à l'intérieur du club qui me disent qu'il va pas y avoir beaucoup de départs. Donc, tu gardes à peu près la même équipe, Ah, avec si, oui. deux, trois ajustements. Tu as le même coach. Ta Ligue des Champions, qui devait être ton fardeau, entre guillemets, ton fardeau, parce que c'est un plaisir de jouer avec des champions, mais bon, de septembre à mi-décembre, tu devais jouer des matchs, ben finalement, elle est raccourcie à 1 mois et demi. Hmm. Et ta concurrence, donc, tu en parlais, tu as qui? Lyon, ben, ils vont perdre un ou deux joueurs, a priori pas vraiment se renforcer. Monaco, jusqu'à preuve du contraire, ils ne se sont pas renforcés. Oui, Puisqu'ils ont après, le perdu. mercato international n'a pas débuté, donc on ne sait pas non plus. Pour l'instant, je te dis pour l'instant, à l'instant T, évidemment, on parle. Oui. Ils ont perdu Slimani, ils vont peut-être perdre Ben Yedder et pour l'instant, ils n'ont pas recruté à outrance. Tchaki encore, Lille, ben, ils vont perdre Osimhen et ils vont perdre leur meilleur défenseur central. Après, ils vont le remplacer, parce qu'avec Campos, il a toujours un coup d'avance. Écoute, pour l'instant, moi, je te dis à l'état actuel des choses, à part Nice qui s'est vraiment renforcé, je ne vois pas notre concurrence nous survoler. Donc, je Oui, suis oui, oui, bien sûr, oui. vraiment beaucoup moins inquiet que ce que je l'étais il y a 2 mois. Ah oui, Je moi me dis, aussi, c'est clair, clairement. je me dis que la nouvelle formule de la Ligue des Champions peut jouer en notre faveur, puisqu'on va jouer ces 6 matchs rapidement et on sera vite fixé sur notre avenir. Donc, je me dis pourquoi pas refaire le coup d'une belle saison et terminer encore Ouais, sur le ouais, coup. même si tu n'arrives pas à te qualifier, mais même si tu as un peu de retard en Ligue 1, c'est vrai que si tu es éliminé, après, tu peux essayer de rattraper le coup. Et c'est ce que je te dis. Cette saison, au dernier match de phase de poule, je crois que tu es à la 16e journée de Ligue 1. T'imagines tout le temps que ça te laisse Oui, rattraper ton retard? C'est énorme. oui, même si tu as 8 points, tu peux remonter. Hein, c'est pas... Exactement. Ouais, c'est ça. Ok, juste deux dernières questions avant qu'on termine. Quel type de jeu, toi, tu préfères? Est-ce que tu es un adepte du jeu offensif ou alors du jeu bien tactique, bien cadré? C'est quoi, ou ton jeu contre-attaque, c'est quoi que tu préfères, toi? Non, moi je suis joueur comme dans la vie d'ailleurs. J'adore le jeu, j'adore le pressing haut, je suis adepte et même quand j'étais coach de beaucoup de buts. C'est-à-dire, j'assume de prendre des buts, mais je sais que je vais me créer énormément d'occasions, tu vois. J'adore ce style de jeu-là parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus noble. Alors, c'est pas forcément celui qui t'amène tout le temps des résultats sur la durée, mais c'est ce qui me plaît, tu vois, l'Atalanta avec Gasperini.
Bielsa et l'OM, on a rêvé aussi. Hein, c'est pas... Bielsa, même si Bielsa, c'était quand même vraiment barbare, le marquage individuel et compagnie. Ben oui, OM PSG, marquage, tout le terrain est du comme les. Ouais. Non, Bielsa, c'est quand même encore une autre caste. J'aimais bien, mais c'était vraiment trop, quoi, tu vois. Ouais. Guardiola, c'est évidemment pour moi, tu vois. Même ouais, peut-être t'as pas connu parce que t'es plus jeune que moi, mais moi j'adorais l'époque Gérard Gilly, quoi, tu vois, où il y avait vraiment un jeu offensif. J'ai Il y avait connu, des joueurs, avec, mais. Ben, Gilles, il avait un côté un peu Hidalgo, romantique, quoi, du football, tu vois, donc c'était sympa aussi. Donc voilà, ouais, moi c'est ça mon style. Donc le jeu offensif, ouais. Bah écoute, c'est mieux qu'avec Lidbrock. J'ai rien contre lui, mais c'est vrai que. Après, voilà, moi j'ai rien contre même Deschamps. Ouais, non, bon, Deschamps, il n'y a rien à dire. J'ai un respect immense pour ce mec-là, tu vois. Je me régale pas quand je vois jouer ses équipes, tu vois. Je trouve des choses intéressantes à voir tactiquement parce que c'est cohérent ce qu'il fait. Costaud, ouais. Tu vois. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, on va rester là, à moins que tu veux faire une petite conclusion sur tout ce qu'on a dit là. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Écoute, pour conclure, on va espérer que l'OM se renforce. Moi, je pense qu'il manque à cette équipe un bon arrière-gauche et un bon attaquant pour vraiment qu'on ait un effectif cohérent. J'espère, si départ il y a, que ce sera seulement Sanson et qu'on va garder l'axe Caleta-Car, Alvaro, Camara. C'est notre trident défensif là. Et que Gay, numériquement, va remplacer Sanson au milieu parce qu'il peut occuper ce poste en pied gaucher. Ouais. Voilà, écoute, on verra bien ce qui adviendra. Il faut qu'il bosse bien là pendant le stage de préparation. Et oui, on va espérer évidemment, tous les deux en amoureux de l'OM, qu'on puisse retourner rapidement au stade Vélodrome, que toute cette période, désolé pour cette période de merde se termine et qu'on se retrouve tous au Vélodrome pour se saluer, se prendre dans les bras, fêter des buts et compagnie. Oui, c'est sûr. Et écoute, je te remercie de m'avoir accordé du temps. C'était très sympa. Toujours, moi je te regarde toujours sur le Phocéen, j'apprécie. C'est très gentil, merci beaucoup. Allez, à plus tard, Bastien. Merci. Bonne journée, ciao à tous. Allez, ciao, à plus tard. Au revoir.